Donc ce soir, je vais vous présenter rapidement des résultats qui sont issus du traitement de la base de données des résultats qu'on a extraits de SmartLab pour vous montrer ce que c'est finalement que les microbes, les bactéries en particulier, que l'on retrouve le plus fréquemment à l'hôpital, qui représente l'écologie hospitalière des hôpitaux de Marseille. Une étude sur 10 ans, et puis on va voir le hit-parade de ce que l'on trouve dans les prélèvements biologiques en 2012 et également les phénotypes de résistance. Alors, les différents prélèvements que l'on reçoit en laboratoire nous permettent de faire de la surveillance par syndrome, et à chaque type de syndrome, eh bien, il est associé un type de prélèvement, donc le liquide céphalorachidien qui représente le prélèvement de choix pour étudier les méningites, les prélèvements oculaires, les prélèvements respiratoires, selles, prélèvements osseux, urine, hémoculture, et donc on a depuis 10 ans un système que vous utilisez, vous utilisez les milieux internes, qui permet de compter chaque semaine le nombre de prélèvements conçus au laboratoire et éventuellement ensuite le nombre de prélèvements positifs par type de prélèvement et par syndrome, et ça nous permet de faire de la surveillance et de regarder chaque semaine si on a une augmentation de tel ou tel type de prélèvement ou tel ou tel type de prélèvement positif. Alors, si on extrait les données sur 10 ans, l'extraction des données nous a permis de récupérer un peu plus de 500 000 résultats, donc c'est quelque chose qui est tout à fait considérable en termes de nombre de résultats d'échantillons. Et donc, si on regarde d'un petit peu plus près, bien, ça représente une base de données de 94 000 patients pour 288 995 échantillons positifs, donc ça vous fait une quantité relativement importante de prélèvements traités, soit environ 10 000 patients par an et 30 000 échantillons positifs par an, ce qui fait 26 et 80 prélèvements positifs pour la bactériologie uniquement par jour. Donc des données qui sont considérables et qu'on ne peut pas trier comme ça à l'œil, c'est tout à fait impossible. Il faut mettre en place des systèmes qui permettent de tout comptabiliser. Alors, ces prélèvements positifs, vous voyez par exemple qu'on a eu 78 000 prélèvements positifs dans des urines, 54 000 prélèvements positifs dans des hémocultures, et ici vous avez la représentation, le pourcentage de positifs par type de prélèvement, avec les urines qui représentaient 27% de positifs, les hémocultures ont 10%, et puis les prélèvements cutanés, les plaies, les respiratoires et les autres prélèvements. Donc ça vous donne un peu une idée des prélèvements que vous allez être amené pour lesquels vous allez avoir des résultats positifs, d'être amené à traiter. Alors, si on regarde ensuite les espèces microbiennes, bactériennes que l'on a identifiées parmi tous ces prélèvements, eh bien, on peut voir une chose, c'est que, en l'espace de 10 ans, on a identifié plus de 600 espèces bactériennes différentes dans le laboratoire, mais que les 10 espèces les plus fréquemment retrouvées dans ces prélèvements, qui sont indiquées sur cette diapositive, représentent plus de 80% de tous les prélèvements positifs. Donc ça veut dire que c'est top 10, c'est les bactéries que vous allez avoir en routine à identifier et éventuellement à interpréter leur phénotype de résistance. Donc dans l'ordre, Staphylococcus aureus Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staph epi, Klebsiella pneumoniae, Enterocoque fecalis, Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, le streptocoque agalaxé, Strepto B et Enterobacter agalaxé. Donc ces 10 bactéries-là représentent plus de 80% de tous les résultats positifs. Alors, ça c'est le top 50, donc c'est si on rajoute encore un petit peu, mais c'est pour vous montrer que si on augmente le nombre d'espèces bactériennes uniquement avec les 50 premières, représente plus de 95% de tout ce qu'on identifie au laboratoire depuis 10 ans. Alors ça c'est l'évolution des espèces nouvellement identifiées au laboratoire de bactériologie par année. Vous voyez, on est passé à peu près 180 à plus de 600 espèces bactériennes différentes, et vous voyez que chaque année, eh bien, il y a des nouvelles espèces bactériennes qui sont identifiées dans le laboratoire, et on a 363 bactéries qui ont été identifiées moins de 10 ans, moins de 10 fois, pardon, dans cette période de 11 années. Alors, rapidement pour quelques chiffres, donc si on prend juste l'année 2012, pour que vous ayez les chiffres sur une année, savoir ce que ça représente sur une année. Donc, pour l'année 2012, on a reçu environ 200 000 prélèvements, 40 000 positifs, soit 20%, et les hémocultures, les LCR, les prélèvements respiratoires, les urines et les selles ont représenté 135 951 prélèvements. Et vous avez la répartition ici de ces prélèvements positifs avec essentiellement des urines et des hémocultures qui représentent 80% des prélèvements reçus au laboratoire et 12% de prélèvements respiratoires. Si on regarde ensuite dans ce panel
le nombre d'échantillons positifs, donc 19 824 prélèvements étaient positifs sur l'ensemble de ceux que je vous ai présentés, ce qui fait à peu près 15% des prélèvements reçus au laboratoire, avec essentiellement en positif des urines, des hémocultures, des prélèvements respiratoires. Alors, pour ce qui concerne les urines, ça c'est toujours pour l'année 2012, 13 553 positifs, et le nombre d'espèces bactériennes différentes isolées à partir des urines, c'était 94 espèces différentes, et les 10 premières, les 10 plus fréquentes qui sont sur cette diapositive, représentent 87% de toutes les ECB positives. Donc juste avec ces 10 germes, on a une idée d'à peu près 90% des bactéries qu'on peut trouver dans les urines, avec en premier Escherichia coli, puis Klebsiella pneumoniae, Enterococcus fecalis. Alors c'est vrai qu'on n'a pas Staphylococcus saprophyticus parce qu'on n'a pas de recrutement on a essentiellement des recrutements hospitaliers. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas représenté dans cette répartition. Pour les hémocultures, donc 181 espèces différentes identifiées en une seule année dans les hémocultures, et les 10 plus fréquentes représentent 77% de l'ensemble, avec en premier Staphylococcus epidermidis dans les hémocultures, qui sont souvent d'ailleurs des contaminations, mais pas toujours, et Escherichia coli, Staph aureus, qui représentent les 3 premières espèces les plus fréquemment retrouvées dans les hémocs. Alors, je vais passer un peu vite ce diaporama, je vous le laisserai pour que vous puissiez l'avoir. Donc, on a fait la même chose pour les prélèvements cutanés les plaies. Le premier, c'est Staph aureus, qui est retrouvé suivi par Pseudomonas aeruginosa. Les prélèvements respiratoires, Staph aureus et Pseudomonas sont les plus fréquemment retrouvés. Les biopsies, on retrouve surtout Staph aureus en premier, dans un quart des cas. Et puis, céphalorachidien et cèpes. Alors maintenant, si on passe à l'étude des phénotypes de résistance, qu'est-ce qui se passe? Alors deux choses. Premièrement, une petite étude rétrospective qu'on a faite, qui est de regarder la prévalence de la résistance à certains antibiotiques pour certaines bactéries sur une période de 10 ans, des bactéries isolées, des hémocultures uniquement. Et donc sur cette période de 10 ans, sur l'ensemble des hôpitaux de Marseille, donc, on a pu retrouver 11 374 souches non redondantes, qui représentent une moyenne de environ 1000 isolats par an. Vous avez la répartition ici par fréquence des germes isolés des hémocultures. Or, Staph epidermidis, je les ai enlevés volontairement. Donc, plus fréquemment, on retrouve Escherichia coli en premier, Staphylococcus aureus en second, et puis Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas acinetobacter. Et quand on regarde la tendance sur deux grandes catégories, on va dire, de résistance aux antibiotiques, les Staph aureus résistants à la méticilline, eh bien, on voit que depuis 10 ans, on a une diminution de la prévalence des Staph aureus résistants à la méticilline de manière significative. Et à l'inverse, on a une augmentation spectaculaire de la résistance aux céphalosporines de 3e génération chez les entérobactéries, et ce phénomène est essentiellement dû à Klebsiella pneumoniae en rouge, où on atteint maintenant des prévalences d'environ 35-40% de résistance au C3G chez Klebsiella, mais ça augmente aussi chez Escherichia coli. Alors pour finir, et ça vous aidera pour ensuite la validation des antibiogrammes, si on regarde le top 10, donc les 10 espèces bactériennes précédemment retrouvées dans notre database, et leur phénotype de résistance et de sensibilité aux antibiotiques. Donc ces 10 espèces bactériennes sont représentées ici, représentent 81% de tous les antibiogrammes que l'on fait. On a environ 6% des antibiogrammes faits sur ces germes qui ont un profil atypique non connu, mais si on regarde ceux qui sont connus, les plus fréquents, donc ici c'est l'exemple d'Escherichia coli, avec 6 phénotypes de résistance classiquement retrouvés avec leur fréquence, donc, par exemple l'Escherichia coli sauvage 40%, et puis des résistances au C3G de 7 à 12% en fonction des séries. Et bien, rien que sur ces 6 phénotypes-là, basés sur ces antibiotiques testés, et bien ça représente 96% de tous les phénotypes observés au laboratoire, ce qui fait qu'il y a une plus grande facilité ensuite à valider ces phénotypes-là, qui représentent presque l'ensemble, et donc il vous reste des situations atypiques à valider qui sont ce qu'on appelle des alertes phénotypes, une résistance à l'imipénème, une résistance à la colistine, mais un nombre relativement restreint de phénotypes bizarres. Alors, j'ai fait la même chose pour les 10 premières. Staph aureus, vous voyez, on a 14% de résistance à la méticilline, ce qui est relativement bas. Et donc, ces deux phénotypes-là représentent 99% de tous les staph à valider. Donc, c'est avec des alertes qui nécessitent des confirmations ou des tests supplémentaires. Chez Klebsiella pneumoniae, de la même manière, avec 5 phénotypes identifiés, on
peut avoir 87% de tous les phénotypes observés, plus certaines alarmes. Donc, vous voyez par exemple que la résistance au C3G cumulée représente à peu près 30% de l'ensemble des Klebsiella. Donc chez Pseudomonas aeruginosa, de la même manière, les 4 phénotypes les plus fréquemment retrouvés représentent 75% de l'ensemble. Alors c'est compliqué les phénotypes chez Pseudomonas, parce qu'il y a beaucoup de variations, en particulier d'adaptation phénotypique dans les cultures in vitro de Pseudomonas. Enterocoque fécalis, donc qui sont pour l'ensemble extrêmement homogènes dans leur sensibilité aux antibiotiques. Ça fait pige ou passe. Proteus mirabilis, pareil, on a 98% qui est représenté par uniquement 6 phénotypes avec seulement 2% de phénotypes atypiques. Streptococcus galaxiae, qui est numéro 8. Klebsiella oxytoca, qui est numéro 9. Et puis le dernier, c'est Enterobacter aerogenes. Donc vous voyez qu'à chaque fois, avec un nombre restreint de phénotypes, on est susceptible de parcourir une grande partie de tous les phénotypes de résistance observés au laboratoire. Voilà. C'est-à-dire qu'en pratique, si on fait ça, tu as un maximum 1 à 2 par jour pour lequel il y a besoin d'avoir un avis senior. Calculer. 29 par semaine. 29 par semaine. Et 4 ans. C'est-à-dire que les niveaux peuvent valider tout sauf 4 par jour. Plus ceux qui ne sont pas dans les top 10. Oui, des fois il y a des nombres bizarres. Je ne vais pas calculer ça, je calcule. Tu calcules. Mais dedans, il faut qu'on s'arrange ça pour que tu puisses le renvoyer sur le iPhone. Qui est ça. Tu puisses le regarder, que tu puisses valider. Qu'il est bien entendu là-bas à l'hôpital pour pouvoir la valider, et puis que deuxièmement, il puisse regarder sur l'iPhone. C'est le type connu, pas connu, les 30. Ce que j'ai vu, c'était quand c'était mardi matin, j'ai validé avec les deux plus jeunes là. Et les trucs qui ne savaient pas valider, c'était des noms bactéries qu'ils ne connaissaient pas. C'était pas un Escherichia coli, c'était des trucs sans. C'est bien de réfléchir, quitte encore une fois à regarder. Moi, je ne suis pas hostile parce que on fasse appel une nouvelle fois au type qui nous avait fait le masque de saisie là, pour SIGS avec Cador, qui est un bon informaticien, toi, qui fait du développement. Moi, je ne suis pas hostile au fait que tu vois, on fasse des développement. Ouais, le jeune. Tu vois, je pense qu'il y a 3 jours de travail à faire ça, tu vois, à faire un truc qu'on puisse télécharger, mettre à jour une fois par an un truc pour que les internes puissent avoir ça en appelant par le nombre de bactéries. Tu marques Escherichia coli, hop, tu apparais le phénotype. Si tu as des phénotypes dedans, tu valides, c'est fini. Donc s'ils ne s'en souviennent pas au début, quand ils le font, tu vois, il faut qu'ils puissent avoir un truc où en interrogeant, soit en interrogeant le site par Internet, soit ils téléchargent l'application, on fait l'application à télécharger. Qu'elle soit adaptée au format. Ouais. Du coup, ça nécessite un peu de trucs, mais je pense que c'est bien. Ensuite, il faut le mettre sur le site de l'IHU, les gens puissent le télécharger ailleurs pour faire l'interprétation. Voilà.